Bonjour, bienvenue sur Borny Buzz pour cette série de rencontres dédiées aux jeux vidéo. Ces rencontres se déroulent dans le cadre d'un projet financé par la MILDECA, la mission de lutte contre la dépendance et les conduites addictives, et a pour but de confronter l'avis de chercheurs et de praticiens aux représentations du jeu vidéo dans la société. Pour ces rencontres, je serai accompagné de Thierry, étudiant en master de conception de dispositifs ludiques à l'Université de Lorraine, et qui a notamment réalisé le micro-trottoir qui va servir de support aux discussions entre les invités. Bonjour Thierry, ça va? Salut, ça va et toi? Eh ben, on est parti. Donc aujourd'hui, nous recevons deux invités. Le premier invité est Sébastien Ginvaux. Sébastien, tu es professeur des universités rattaché au Centre de recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine. En 2013, tu as obtenu la première habilitation à diriger des recherches en France sur les jeux vidéo. Tes travaux ont donné lieu à plusieurs livres et publications au sein de revues scientifiques et dans plusieurs colloques internationaux. Tu as publié notamment le livre « Le jeu à son ère numérique, comprendre et analyser le jeu vidéo », sorti en 2009 chez l'Harmattan. Et tu reprends tes analyses sur ta chaîne YouTube. Ça va sur la bio, j'ai rien oublié? Oui, c'est parfait. Je souligne aussi que je suis en game designer indépendant. Je fais des jeux en lien avec le réel qui abordent des problématiques sensibles à travers une notion que je développe dans mes recherches qui s'appelle la notion de jeu expressif. Oui, du coup, le jeu, notamment, c'est Lay in My Heart. Voilà, exactement. Un jeu qui est sorti en 2019 et qui parle de suicide, de troubles bipolaires, de rapport à l'enfance et au décès. Donc des thématiques très difficiles et matures. Et toute la question, c'est comment on peut aborder ce genre de sujet par le jeu vidéo. D'accord. Donc, du coup, pour toi, la petite question d'échauffement, c'est comment peut-on définir simplement le jeu vidéo? Alors c'est une petite question, mais ça appelle une réponse assez complexe. Disons que le jeu vidéo, c'est un objet qui est assez mouvant puisqu'il dépend des technologies numériques. Hein, donc c'est déjà une première définition, c'est que le jeu vidéo passe par les technologies numériques et informatiques. Mais néanmoins, ce qu'on appelle jeu peut aussi évoluer selon les sociétés, selon les lieux et les époques. Il peut renvoyer à différentes connotations, hein, aussi selon les cultures. Alors, l'industrie de jeux vidéo, généralement, attribue une connotation de fun à ce qu'est le jeu. Hein, et historiquement, le jeu renvoie au domaine des loisirs. Mais tous mes travaux, justement, est aussi de montrer que le jeu peut aborder des secteurs d'activité ou des connotations beaucoup plus diversifiées, un peu comme les arts finalement. Lorsqu'on va au cinéma, on peut avoir des films qui ont de nombreuses vocations, nous faire pleurer, nous toucher, nous faire rire, etc. Et le jeu vidéo aujourd'hui en vient aborder des sujets ou à s'appliquer à différents domaines d'activité qui rendent son contour beaucoup plus flou. Par exemple, utiliser le jeu dans le domaine de la santé, utiliser le jeu à des fins de communication politique, pour le journalisme. Ça, c'est des choses qui sont assez récentes et qui changent aussi le regard qu'on a sur ce que s'appelle le jeu vidéo. Et pour conclure, je dirais qu'un jeu vidéo, c'est une technologie numérique, c'est un dispositif qui va amener et qui est destiné à faire jouer autrui. Et toute la question, c'est qu'est-ce que c'est que de faire jouer? Comment on parvient à faire reconnaître que ceci est un jeu aux individus, à les faire devenir joueurs? C'est toute la problématique qui est au centre de ce qu'on appelle le game design, la conception de jeu. D'accord. Bon, voilà, c'était simple et efficace. Notre deuxième invité est Yann Leroux. Yann, tu es docteur en psychologie, psychologue clinicien et psychanalyste. Tu es aussi gamer et blogueur spécialiste des jeux vidéo des mondes et des mondes numériques. Sur ton blog Psyedic, tu analyses la société à travers le prisme des nouvelles technologies de l'information, du jeu et des réseaux sociaux. Tu as publié de nombreux articles et ouvrages, dont Les jeux vidéo, ça ne rend pas idiot, sorti en 2012 chez FIP Éditions, et Le jeu vidéo pour soigner en 2021 aux éditions RS, avec Guillaume Gillet. D'ailleurs, le livre que je recommande parce qu'il est très très bien. Tu as des choses à rajouter sur ta bio? Non, sinon, si, je suis chasseur dans la Horde, dans World of Warcraft, et donc voilà, je joue plutôt au MMORPG et principalement à World of Warcraft. Est-ce que j'ai dit que je jouais à World of Warcraft? Tu l'as dit, oui. Oui. Du coup, alors, toi, ta petite question, c'est pourquoi les jeux vidéo ont-ils mauvaise réputation?
Alors, là encore, ce sont des petites questions qui nécessiteraient de très très longues réponses. Je crois qu'il y a plusieurs aspects. Au début, c'est que les chercheurs qui sont penchés sur les jeux vidéo avaient une méconnaissance totale du média qu'ils exploraient. Donc, ils ont eu tendance à construire des récits qui diabolisaient le jeu vidéo. Il y a une réponse qui est un peu moins sympathique pour les chercheurs et pour les collègues, c'est que présenter le jeu vidéo d'une manière négative est un ascenseur social et académique extraordinaire. Vous gagnez beaucoup plus de points d'expérience si vous présentez les jeux vidéo comme quelque chose de problématique, si vous racontez que les jeux vidéo sont des sources de problèmes et puis des objets qui sont addictogènes. Par contre, si vous racontez la banalité du réel, c'est-à-dire que les jeux vidéo, ce sont des jeux avec lesquels on passe du temps, on s'ennuie beaucoup, on s'amuse un peu, c'est beaucoup moins vendeur. Puis il y a peut-être un troisième aspect, c'est l'aspect panique morale qui est lié à l'ascenseur social dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les jeux vidéo sont les héritiers d'une très longue tradition qui présente les médias comme source de problèmes et de dangers pour la société. On a eu ça avec à peu près tout, en fait. Probablement parce que nous autres psychologues cliniciens et les cousins psychiatres, nous sommes formés pour être des garants de l'ordre social. On crée des maladies pour organiser les bons et les mauvais comportements. On sert principalement à ça. Alors, on peut vendre une autre histoire en disant que les psychologues, les psychanalystes, on est les parangons de la liberté. Dans le fond, non, pas du tout. On est des gardes-chiourmes de l'ordre social. Donc, on a contribué massivement à présenter les médias comme source de problèmes. On a eu le jeu de rôle, on a eu le rock'n'roll, on a eu la radio, la télévision, et puis maintenant on a les jeux vidéo qui seraient nécessairement des sources de problèmes et des troubles pour le développement des jeunes personnes. D'accord. Et ben, du coup, sans transition, je vais passer la main à Thierry parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Thierry, tu vas nous présenter le micro-trottoir. Okay, donc, le micro-trottoir que je vais vous présenter là, on l'a recueilli à Metz, au marché de Borny et au centre-ville. Et c'est essentiellement les questions, c'était sur les idées reçues et ce que les gens pensent du jeu vidéo. Bonjour, bah ouais, je joue souvent aux jeux vidéo, ouais, exactement. Oh oui, oui. Bien sûr, j'aime bien et j'y joue souvent. Oui. Moi aussi, ouais. Oui, j'ai déjà joué aux jeux vidéo. Oui, j'aime pas. Non. Non. Je trouve ça inutile de perdre son temps devant les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est mieux la sociabilisation. Une des raisons que je peux pointer, c'est peut-être une forme de fuite de la réalité. C'est divertissant. Pour faire, ouais, voilà, passer le temps et passer le temps. Ouais, c'est tout. Pour se déstresser. Ouais. Pour se déstresser, pour oublier leurs soucis habituels. Et même maintenant, on peut même en faire des jeux sérieux, des serious games, donc qui servent même en entreprise. Donc ça prend une partie très importante de la vie de tout le monde. C'est bien, ça fait penser à autre chose des fois. Tout. Ouais, voilà. Des fois, on peut apprendre des diverses langues. Bah, jouer à Mario, c'est bien. Non, si Mario Kart, c'est bien. Tu roules, tu prends des bananes, c'est bien. Qu'est-ce que j'en pense des jeux vidéo? C'est bien. La violence, les jeux où il y a des morts vivants, ça fait peur aux enfants, les trucs comme ça. Et puis même, ils font carrément des crises d'hystérie. Non, c'est même pas des crises d'hystérie, c'est des crises d'épilepsie. Ça peut rendre accro, ouais. Je pense que les jeux sont très addictifs, donc comme ils sont très bien faits, et surtout ceux sur mobile, donc c'est un peu leur but, c'est qu'on reste scotché dessus. Ça fait vraiment mal au cerveau, finalement. C'est déjà très bon, très mauvais pour les yeux, c'est très mauvais pour la concentration. Et t'as tout le temps envie, justement. Tu deviens accro. C'est comme une drogue. Ah, ça dépend des gens, des fois il y en a, ils deviennent accros. Ouais, on peut être addict. Ouais, mon mari il joue à Fortnite. Alors voilà, quand il achète des packs, je ne sais pas quoi, je trouve ça con. Certains gens peuvent mettre de l'argent du coup pour avancer et certaines personnes ça les rend accros. Putain, bien vu. Ouais, souvent il y en a, ils pètent beaucoup de sous dedans.
C'est très surprenant, ça évolue de plus en plus et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense pas qu'il y ait une bonne évolution parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont très je trouve très dangereux et très vulgaires. Et il y a beaucoup de méchanceté dedans. Et beaucoup d'armes. Et ça, c'est dangereux. Bah, c'est de mieux en mieux fait aussi, on va pas se voiler la face. Hein. Les personnages, par exemple dans FIFA, c'est vraiment très bien fait. Et puis voilà, ouais, non, c'est de mieux en mieux. Ouais, c'est bien fait, les dessins ils sont vraiment bien faits. On voit une bonne évolution avec les jeux virtuels et tout. Ça évolue bien, franchement ça évolue bien. Ouais. Au niveau des graphismes, tout ça c'est bien. C'est vrai que ça peut prendre une ampleur, ça a pris même une ampleur beaucoup plus grande sur Twitch, Facebook, sur les streams, etc. Et du coup ça peut être un avenir pour certaines personnes qui sont vraiment à fond dedans depuis qu'ils sont tout jeunes, quoi. Moi j'aimais bien notre temps où on n'avait rien, on jouait avec des cailloux. Je trouve ça ridicule. Il y a même des paris sur les jeux vidéo, ça. Il y a des gens, ils arrivent à en faire leur travail, à travailler, à aider des jeunes, tout ça. Donc à chaud comme ça, vous auriez une réaction. Peut-être Sébastien pour commencer. Oui, donc c'était un micro-trottoir vraiment très intéressant au sens où on voit apparaître de nombreuses connotations dont je parlais quand j'ai défini ce qu'était le jeu. En fait, généralement, c'est une activité qui va avec un ensemble de représentations qui ont été créées aussi par le temps et culturellement, et on voit bien poindre l'ensemble de ces représentations dans les différentes interventions du micro-trottoir. Par exemple, une qui est assez classique quand on parle de jeu, c'est que le jeu, c'est une sorte d'échappatoire au réel. Mais ça, c'est une connotation qui vient pas uniquement des jeux vidéo, et qu'on retrouve même dans d'autres activités assez proches, comme par exemple la fiction, la littérature aussi, au 19e siècle, par exemple, avait été taxée de cette façon-là, de lieu d'échappatoire du réel, et on retrouve un peu dans les jeux vidéo, un peu comme ce que disait Yann, des connotations qui peuvent s'appliquer à d'autres domaines, ou qui sont appliquées à d'autres domaines, puis qui ont un peu disparu, par exemple avec le cinéma, qui était taxé à son apparition de machine d'abrutissement pour le peuple, par certains ministres, par exemple, avec une certaine légitimité sociale, culturelle, artistique, les connotations autour du cinéma ont changé. C'est un peu la même chose pour le jeu vidéo, si ce n'est que le jeu vidéo, effectivement, il y a d'autres particularités aussi, étant donné que c'est lié à de la technologie, c'est aussi lié à un marché qui est globalisé, et donc à la différence, par exemple, du cinéma qui n'est pas né globalisé, l'industrie du jeu vidéo est née dans un contexte de globalisation et relève de logique de globalisation très forte depuis son apparition, ce qui tendait en fait à conforter certaines thématiques dans l'histoire du jeu vidéo, par rapport à des impératifs de rentabilité, au fait que les jeux vidéo devaient se diffuser sur plusieurs continents. Et donc ça, historiquement, ça a favorisé certains thèmes qui étaient dominants pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, mais qui n'étaient pas exclusifs. Et c'est vrai que dans les médias, comme le disait Yann, très souvent, on a véhiculé une image stéréotypée du jeu vidéo qui était fondée parfois sur certaines réalités, par exemple que le jeu vidéo a massivement véhiculé des thématiques liées au conflit, à la guerre ou à la science-fiction, à l'heroic fantasy. Bon, ça c'était vrai et ça s'explique par certains contextes socio-économiques qui ont évolué d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont beaucoup plus diversifiés dans leur contenu, mais ça, le grand public a encore du mal à l'identifier, notamment ce qui se passe dans la sphère du jeu indépendant, avec des thématiques qui tranchent avec celles qui sont habituellement celles qu'on présente un peu comme des images d'Épinal et qui ont été vraiment celles sur lesquelles les médias ont joué énormément. Par exemple, la violence, la guerre, machin. Bon, c'est vrai que dans une optique de panique morale, dans les années 80, 90, début des années 2000, c'était beaucoup ce qu'on entendait parler dans les médias. Et forcément, ça a forgé l'imaginaire du grand public et notamment des non-joueurs autour de ce qu'était le jeu vidéo. Et là, on le retrouve très bien quand ils disent voilà, les jeux vidéo, c'est la guerre, ça peut être violent. Bon, aujourd'hui, on a une beaucoup plus grande diversité de jeux vidéo avec des jeux poétiques, des jeux qui peuvent rendre tristes, des jeux qui nous parlent du réel, des jeux qui parlent de situations sociales assez diversifiées. Mais néanmoins, il est encore vrai aujourd'hui que les gros blockbusters, généralement, ont quand même des thématiques qui sont très proches de celles qui étaient dominantes dans l'industrie du jeu vidéo et qui ont contribué aussi, d'une certaine façon, à cette image du média. Mais encore une fois, comme on peut le souligner, il faut faire attention entre les contenus que véhicule un média et les effets qu'ils vont avoir, et c'est pas forcément la même chose.
Et très souvent, les gens confondent un peu ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que globalement, dans l'histoire de jeux vidéo, il y a eu des thématiques qui étaient plus orientées vers la guerre, vers la masculinité, vers des choses comme ça, ou vers des actions fortes, de la violence, que nécessairement l'effet des médias va être identique. Parler d'effet des médias, c'est beaucoup plus complexe. C'est pas parce que je suis fan de films d'action que tout d'un coup, je vais que développer un comportement violent. Et puis, le jeu étant du jeu, il y a aussi une logique de réappropriation. Pour que ce soit du jeu, et ça c'est une des particularités du jeu, il faut que l'utilisateur ait une forme de créativité, une forme de réappropriation possible. Et donc, ça rend la question de l'effet des médias beaucoup plus complexe qu'on ne veut la présenter, et encore plus pour la thématique du jeu, j'ai envie de dire. Donc, c'est des questions très, très difficiles à démêler, et c'est vrai que par rapport à tout ça, et surtout quand on a une méconnaissance du domaine, et en l'absence aussi de chercheurs, voilà, qui ont vraiment les mains dans le cambouis, et puis qui connaissent ça de façon un peu plus longue, eh bien, ça favorise pas forcément un regard plus complexe sur l'objet, mais c'est en train de changer. Voilà, ça fait depuis un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui qu'au niveau scientifique, universitaire, on a eu l'émergence d'un champ de recherche dédié au jeu, qui s'appelle les Game Studies. Donc, ça permet de faire un peu changer le regard dessus et de présenter ce média pour ce qu'il est, un objet complexe qui finalement aujourd'hui concerne de plus en plus de personnes. Je veux dire, moi par exemple, quand j'ai commencé à enseigner au début des années 2000, dans des amphis de 200 personnes, quand je demandais qui a jamais joué aux jeux vidéo, il y avait des gens qui levaient la main, quasiment un tiers de l'amphi. Aujourd'hui, je peux plus demander ça à mon amphi d'étudiants, quoi. Ça serait ridicule. C'est comme si je leur demandais qui n'a jamais vu un film dans sa vie. Donc, l'industrie du jeu vidéo évolue, effectivement. Il y avait la question des évolutions. Et elle évolue à la fois au niveau de ses contenus possibles, mais aussi au niveau de ses pratiques et de ses types de publics. Alors, ça ne veut pas dire qu'on change du tout au tout. Historiquement, l'industrie du jeu vidéo s'est développée en visant avant tout les adolescents masculins. Mais aujourd'hui, le public de jeux vidéo change. Toutes les jeunes générations, il y a des profils très diversifiés, également au niveau des pratiques socio-professionnelles, de l'origine sociale des parents, etc. On joue pas aux mêmes jeux vidéo. Donc, même les pratiques se complexifient. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, faut faire cet effort, et merci d'ailleurs de nous inviter, pour un peu essayer de restituer ces modifications du jeu vidéo et la façon dont on peut en parler. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il y a un des intervenants qui disait bah oui, ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a des jeux sérieux, par exemple. Alors c'est un peu ce que je disais, le jeu, ça, on vient à s'adapter à différents secteurs d'activité, mais pour moi, le jeu est intéressant en soi. Il n'y a pas besoin de le légitimer dans le sens de dire ça s'applique à des secteurs sérieux entre guillemets. Non, le jeu vidéo en tant qu'industrie créative, en tant qu'objet qui va véhiculer des représentations du monde, qui va véhiculer des émotions, est intéressant en soi. Il faut se poser la question sans forcément en faire la promotion, mais en se disant voilà, comment il s'est développé, comment on peut décrire ce phénomène et vers quoi il va. Et aujourd'hui, comment on en restitue toute la complexité. Voilà. Merci pour cette réponse super exhaustive. Yann, tu voulais peut-être compléter, peut-être en rajoutant plus le côté psychologique Je pense pas que la réponse de Sébastien soit exhaustive. Je pense qu'il en a encore beaucoup sous la pédale et qu'on pourrait l'entendre comme ça pendant des heures et déployer les différents points. Moi, je suis à la fois très comment dire, je suis un peu embêté par les réponses du micro-trottoir parce que je me dis, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on laboure les mêmes questions et on a toujours les mêmes réactions. Ah oui, le jeu vidéo c'est complètement problématique parce qu'il y a des gens qui sont addicts, ou le jeu vidéo c'est problématique parce que ça sert, c'est un espace d'évasion, c'est un espace de violence et là les seules manières les seules raisons qui font que le jeu vidéo ça peut être intéressant, c'est que ça serve à quelque chose. Non, comme psychologue, moi je dirais que c'est intéressant le jeu vidéo parce que c'est un jeu et donc en soi ça ne sert à rien. Dans le voisinage immédiat du jeu, on peut développer des compétences, c'est tout à fait évident. Pour donner un exemple personnel, depuis que je joue sérieusement à World of Warcraft, je deviens un bien meilleur chasseur. Je suis encore loin d'être un chasseur tout à fait excellent, mais j'ai développé des compétences. Est-ce que le fait de pouvoir utiliser mon burst de façon efficace une vingtaine de fois par donjon, ça me transforme en meilleur psychologue? J'en suis pas certain.
je ne suis pas certain que pour conduire ma voiture, ce soit aussi plus efficace. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans la vie en dehors du jeu vidéo, je ne suis pas certain que les compétences que je développe à l'intérieur du jeu me soient tout à fait utiles. Mais par contre, ça participe à mon bien-être, à ma régulation émotionnelle, etc., etc. Et ça peut avoir un intérêt dans la vie de tous les jours. Ce qui me frappe aussi dans le micro-trottoir, c'est que en fait, les personnes lambda questionnées ont exactement le même vocabulaire que des psychologues patentés. Vous lisez des articles qui sont publiés dans les revues, les collègues disent oui, j'ai rencontré Théo, il est addict aux jeux vidéo. De la même manière que les personnes du micro-trottoir vont parler de personnes qui sont addictes, avec le même niveau de définition. Et ça, c'est problématique. C'est pas problématique pour les gens qui sont dans la rue, c'est problématique pour les collègues qui écrivent des articles de 14 pages dans lesquels ils parlent de quelque chose sans le définir de façon très précise. Ce qui fait qu'on arrive à de la psychologie gloubi-boulga en ce qui concerne les jeux vidéo, qui parle de choses vagues sans les définir et qui agite des craintes avec, je le crains, pas d'autre motivation que le fait de publier un article de plus et de faire progresser sa carrière professionnelle ou académique. Grâce aux jeux vidéo, à force de jouer à World of Warcraft, j'ai développé des compétences sociales et là, je les utilise ici pour me faire beaucoup plus d'amis parmi les collègues qui publient des articles sur l'addiction aux jeux vidéo. Je suis sûr que ce sera très fonctionnel. Je peux peut-être juste rebondir sur un point qui est celui que j'ai oublié, mais qui, c'est vrai, a été souligné dans l'intervention du micro-trottoir. Alors, je rejoins Yann, hein, c'est vrai que on voit à quel point les représentations culturelles et sociales aussi, c'est long à changer. Hein, c'est-à-dire que effectivement, Yann, on se connaît à peu près depuis 20 ans, hein, ça doit être depuis le début des années 2000 hein, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et déjà à l'époque, on était parmi les premiers à travailler sur l'objet jeu vidéo en France. Et ça fait 20 ans que quand on nous demande d'intervenir dans des conférences un peu grand public, c'est toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent, hein, c'est-à-dire l'addiction, la violence, etc. Bon, moi généralement je dis il y a plus important à parler autour des jeux vidéo étant donné l'enjeu du domaine, hein, son importance économique, son potentiel aussi expressif, etc. Mais c'est vrai que il y a toujours les mêmes questions qui structurent quand même le débat public sur l'objet. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va changer. On le voit déjà un peu. Enfin, moi, j'ai un bon espoir là-dessus. Par exemple, on m'invite de plus en plus, en fait, pour parler d'autres aspects du jeu vidéo. Par exemple, après avoir fait mon jeu là en 2019, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont invité pour même dans les grands médias, pour dire qu'on pouvait véhiculer une autre image du jeu vidéo, s'interroger sur comment on parle du réel ou de sujets sensibles par les jeux vidéo. Et ça, c'était des choses qui étaient encore difficiles à entendre il y a même 10 ans où, ne serait-ce que de parler de jeux vidéo, déjà, automatiquement, on était catégorisé dans objets pas sérieux, futiles, etc. Et un des points importants et intéressants aussi, c'est l'aspect socialisation, c'est ce que soulignait Yann, hein, c'est-à-dire, et d'ailleurs, ça a été un peu souligné dans le micro-trottoir en disant « Ouais, mais moi, je joue pas aux jeux vidéo, je préfère socialiser, me faire des amis, etc. » Mais en fait, aujourd'hui, en jouant aux jeux vidéo, on socialise. Et j'ai même envie de dire, là, il y a quelqu'un qui se dit « mon mari joue à Fortnite » ou je sais pas. Mais par exemple, de nombreux jeunes aujourd'hui, s'ils ne jouent pas aux jeux vidéo, se coupent de mode de socialisation avec leur père, et pourrait être stigmatisé par rapport à ça. Alors ça renvoie à plein d'autres problématiques aussi, hein, c'est-à-dire tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité de jouer aux jeux vidéo parce que c'est aussi un loisir qui coûte cher, ou en tout cas qui renforce aussi certaines catégories sociales en fonction du matériel auquel on peut avoir accès, etc. Mais néanmoins, il est vrai que c'est un fort vecteur de socialisation pour garder contact. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, l'industrie du jeu vidéo a explosé au niveau de la croissance économique. Hein. C'est pas pour rien, c'est que c'est aussi un vecteur de contact et de sociabilité entre les individus. Alors, ça va pas être les mêmes sociabilités que des sociabilités en face à face, quoi. Hein. Faut prendre aussi en considération les particularités du média. Hein. On ne communique pas de la même façon
selon le média à travers lequel on s'exprime. Et le jeu vidéo a des particularités aussi qu'il faut prendre en considération. Hein. Le fait d'être derrière un écran, d'être derrière un avatar, etc., ça joue aussi. Hein. On n'a pas les mêmes relations avec autrui que si on se présente face à face. Il y a plein de choses qui changent. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est un vecteur de sociabilité incontournable. Et d'ailleurs, moi, ça fait là 2-3 mois que j'arrête pas d'être contacté par plein de personnes issues de différents secteurs d'activité qui m'auraient jamais contacté avant, mais qui se sont rendus compte qu'avec le Covid, ah ben oui, tiens, tout d'un coup, l'industrie du jeu vidéo, c'est une des industries qui sait faire de la sociabilité à grande échelle, qui sait faire du lien avec de la réalité virtuelle, qui sait faire... Et là, tout d'un coup, tout le monde se réveille en disant il faut absolument qu'on travaille vers les technologies ou les dispositifs qui ont été développés par cette industrie, parce que là, il y a un savoir-faire qui date de plusieurs dizaines d'années et qui est intéressant. Et du coup, je crois que ça va beaucoup contribuer aussi à changer le rapport qu'on a à cette industrie. Alors, il faut toujours être vigilant, parce que c'est quand même une industrie avec des gros moyens, voilà, qui a des logiques commerciales extrêmement marquées et qui peuvent être aussi source de souffrance, que ce soit chez les employés de cette industrie qui sont liés à des logiques qui peuvent être très toxiques parfois, ou qui développent aussi des rapports aux individus du fait du marché qui sont particuliers. Mais néanmoins, une fois qu'on prend en considération ces modes de fonctionnement, on peut aussi être à même d'entrevoir d'autres particularités qui peuvent être intéressantes pour les individus au sein de cet objet, quoi. Voilà. Oui. Alors, pour continuer ce que disait Sébastien, parmi les particularités de la sociabilité des gamers, il y a le fait que l'on peut construire des liens très facilement et les défaire de façon aussi facile. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans une guilde, alors ça dépend, il y a des guildes dans lesquelles vous passez par tout un processus de sélection, vous avez un entretien comme un entretien d'embauche, ensuite vous passez par une période de test, et puis quand vous avez passé le test, vous rentrez dans la guilde, et si vous faites vraiment vos preuves, vous pouvez devenir officier. Donc là, ce sont des guildes qui sont organisées de façon très très précise, et vous avez aussi des guildes qui fonctionnent de façon beaucoup plus ouverte, où on y rentre et on en sort comme dans une auberge espagnole. Vous avez les groupes d'instances dans lesquels vous rencontrez très rapidement un très grand nombre de personnes, vous jouez ensemble 5 ou 40 minutes et puis ensuite vous revoyez plus les personnes. Vous avez un mode de jeu aussi qui est tout à fait intéressant dans lequel on joue ensemble et séparément, c'est-à-dire que les gens d'une même guilde vont être chacun à un endroit du monde, vont jouer, vont être dans le même jeu, vont faire des choses différentes et vont être reliés via un système comme Discord et vont discuter ou du jeu ou de mille autres choses. Donc là, ça donne vraiment une saveur très particulière aux expériences sociales que l'on peut avoir en ligne. Et de mon expérience, lorsque je pense aux patients que j'ai en ce moment, ceux qui ont le mieux résisté aux mesures de distanciation sociale, comme on dit, ce sont les gamers. Les gamers patentés, ceux qui ont une culture vidéoludique vraiment très importante et pour qui être en connexion en ligne et hors ligne ne pose pas de problème. Donc, quand ils avaient moins de connexion hors ligne, eh bien, ils sont allés du côté de leur dispositif de communication préféré, c'est-à-dire les jeux vidéo, pour continuer à nourrir les interactions sociales dont tout le monde a besoin. Du coup, merci. C'est en effet quelque chose qu'on peut retrouver aussi avec les jeunes qui viennent généralement en médiation, comme quoi ils ont un peu besoin de ce rapport, surtout depuis le confinement, de ce côté sociabilisation via le jeu vidéo, notamment via Fortnite qui a été évoqué. Mais si jamais vous avez rien à rajouter, je vais passer la main à Vincent et on va peut-être enchaîner sur la question des Jadot. On va peut-être faire un petit détour quand même par la notion d'addiction. Parce que on a compris que Yann était un farouche opposant à l'addiction aux jeux vidéo, ou plutôt au game disorder. J'aurais voulu un peu qu'il nous explique pourquoi. Le gaming disorder, c'est une très longue histoire. Ça commence par une bonne blague et ça finit en cauchemar. La bonne blague, c'est Ivan Goldberg, un psychiatre américain qui, pour montrer la vacuité de la notion d'addiction comportementale, construit un trouble de l'addiction aux jeux vidéo. Il le poste sur son forum et, aux surprises,
il a pas mal de gens qui reviennent vers lui en disant c'est exactement ce que j'ai, Ivan, il y a vraiment un problème avec les jeux vidéo. Et la notion sort du forum et devient quelque chose, voilà, ça commence à circuler dans l'espace public. En même temps, comme dit quelqu'un de célèbre dans ce pays, il y a des publications qui apparaissent à peu près au même moment, Kimberly Young aux États-Unis et puis Griffiths en Angleterre, qui commencent à développer l'idée que les jeux vidéo provoquent des addictions comportementales. Alors, on avance vite pour essayer de faire un peu court, il y a un premier coup d'arrêt qui a été sonné par l'Association des psychiatres américains, puisque dans le DSM-5, l'Internet Gaming Disorder figure dans les annexes, c'est-à-dire c'est un trouble qui peut pas faire l'objet d'un diagnostic officiel, mais qui peut être utilisé à des fins de recherche. Et à partir du moment où cet Internet Gaming Disorder a été proposé, eh bien, ça a augmenté encore les conflits à l'intérieur des communautés de chercheurs, puisqu'il a été, la notion a été complètement mise à mal par Griffiths lui-même, un des pères de la notion d'addiction aux jeux vidéo, qui a montré que les 9 critères qui sont utilisés pour ce trouble de l'addiction aux jeux vidéo ne sont pas utiles cliniquement. Malheureusement, ça n'a pas été ces recommandations n'ont pas été suivies par l'OMS, puisque comme vous le savez, l'OMS a créé un gaming disorder qu'il a classé dans le champ des addictions comportementales, qui est défini par 3 critères, donc on passe de 9 à 3, on attend la classification internationale des maladies mentales qui devrait paraître sous peu pour voir si ce trouble va être inséré tel quel dans cette classification internationale. Alors pourquoi c'est problématique ? C'est problématique parce qu'on confond beaucoup de choses. On confond des mécanismes de coping et d'adaptation. Le mécanisme de coping, c'est un mécanisme qui est utilisé pour faire face à une situation qui est difficile. Vous êtes déprimé, vous êtes perdu dans votre vie, vous savez pas vers quoi vous dirigez, vous êtes anxieux. Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser différents mécanismes de coping pour passer ce moment difficile. Ça peut être faire du footing à très haute intensité, ça peut être aller à la pêche ou surfer, et puis ça peut être jouer aux jeux vidéo. Donc dans ce cas-là, le jeu vidéo a un aspect qui est potentiellement aidant et qui est potentiellement problématique. Potentiellement aidant parce qu'à l'intérieur de l'expérience ou autour de l'expérience, vous allez pouvoir avoir des interactions qui vont vous permettre de sortir de la situation problématique dans laquelle vous êtes. La situation problématique, c'est pas jouer aux jeux vidéo, c'est perdre son emploi, c'est perdre une relation importante, c'est faire face à un deuil, c'est ne pas savoir quoi faire de sa vie. Et puis c'est potentiellement problématique parce que le temps que vous passez dans le jeu vidéo, c'est aussi du temps que vous ne passez pas à résoudre des difficultés. Au final, ce gaming disorder risque de diriger les psychothérapeutes et puis les patients dans la mauvaise direction, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire le temps de jeu plutôt que de réduire les problèmes de la personne. Voilà pourquoi, en gros, pour moi, le jeu vidéo, le gaming disorder, c'est plus un problème qu'une solution qui est apportée à la communauté des psychothérapeutes et puis à leurs patients. D'accord. Et du coup, moi, j'avais envie de demander à Sébastien, qui lui, du coup, étudie plus le jeu vidéo que le joueur, comment il se positionne par rapport à cette notion d'addiction et peut-être plus particulièrement, du coup, sur les propriétés soi-disant addictogènes du jeu vidéo. Oui, alors moi je rejoins aussi Yann là-dessus, sur les questions d'addiction. Ça simplifie en fait, à nouveau, c'est un peu ce que je disais, l'effet des médias, quoi. C'est-à-dire, on a une idée vraiment, ce qu'on appelle comportementaliste, de l'objet. C'est-à-dire que un objet pourrait provoquer une attitude chez un sujet, un peu comme s'il était piloté par l'effet du média, et ça se passe pas du tout comme ça. Je crois que déjà, la première chose à faire, pour même peut-être les parents qui écoutent, c'est de se demander quel est le sens que l'individu ou que
l'adolescent, le joueur, etc., accorde à sa pratique. C'est un peu comme pour le sport. Par exemple, si vous prenez des sportifs de haut niveau, ils vont avoir des périodes pour lesquelles ils vont s'entraîner intensivement et donc avoir une pratique très régulière et très fréquente. Et puis à un moment, une fois que l'événement est passé, avoir une pratique un peu moins forte. Il y a des joueurs de jeux vidéo, c'est un peu comme ça, mais il faut prendre ça de façon beaucoup plus sur un temps beaucoup plus long. Vous avez par exemple des personnes qui vont jouer aux jeux vidéo de façon très intensive à un moment de leur vie, pour plein de raisons. Ça peut être parce que ils ont un peu plus de temps, ou ils ont un peu moins de sociabilité possible, ou voilà, si vous regardez par exemple ce qui s'est passé pendant le Covid, forcément le temps de pratique des jeux vidéo a explosé. C'est pas pour autant qu'on avait davantage d'addicts aux jeux vidéo, c'est simplement parce que selon le contexte aussi, mais aussi selon le contexte biographique de l'individu, sa pratique peut évoluer. Je sais pas, tout d'un coup, l'ado qui jouait beaucoup va aller à l'université, va commencer à rencontrer des copains, peut-être avoir une copine, et puis changer sa pratique. Du coup, bien tout d'un coup, quelqu'un qui jouait pas mal, qui va se mettre en couple, forcément sa pratique va évoluer. Ils vont peut-être jouer en couple aussi. Donc, c'est différents modes de pratique qu'il faut prendre, et ça, on a très peu de vision là-dessus sur le temps d'évolution des pratiques, parce que de toute façon, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se met à vraiment étudier les joueurs de jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose déjà qu'il faut prendre en considération, le sens que l'individu donne à sa pratique. Pourquoi tout d'un coup il joue beaucoup ? Peut-être parce que le collégien va jouer énormément à ce jeu auquel tous ses pairs, ses copains, ses copines vont jouer, et du coup, ça l'incite à y jouer beaucoup plus. Et c'est sûr, si on a un regard extérieur, on va se dire « Ah ouais, non, mais il est addict, il passe son temps à ça », mais non, mais lui, le sens qu'il va donner à sa pratique va être complètement différent. Donc déjà, je crois que ça, c'est un élément qui est très important, de voir le sens que l'individu va donner à sa pratique et dans quel cadre il s'insère. Alors effectivement, on a toujours l'idée aussi d'échappatoire au réel. Je crois que dans le micro-trottoir, c'était aussi ce qui était souligné. Alors effectivement, le jeu peut aussi être un échappatoire au réel, qu'on pensait, mais c'est pas uniquement un échappatoire au réel, puisque comme on l'a vu, le jeu peut faire du lien aussi avec le réel. C'est une des particularités du jeu. Il y a un pédopsychiatre qui s'appelait Winnicott, qui disait que le jeu, c'est une ère intermédiaire d'expérience entre la fiction, le fantasme et la réalité. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le jeu, c'est pas juste rêver. Jouer, c'est pas juste rêver, c'est pas juste s'imaginer les choses, c'est aussi être impliqué dans le réel. Et donc, le jeu peut parfois servir d'échappatoire dans un monde fictionnel, mais on n'est pas complètement coupé du réel. Sinon, on ne joue pas, on ne joue plus. Et du coup, c'est là, effectivement, il peut y avoir des conduites un peu qui relèvent de pathologie, quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment à la marge. Et souvent, ces personnes-là, le jeu vidéo, c'est un vecteur, c'est un symptôme, c'est pas la cause, quoi. Il faut aussi essayer d'identifier la cause. Si la personne passe beaucoup de temps dans un loisir, il faut essayer déjà de se poser la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans son contexte, va l'inciter à mettre autant de temps dans cette pratique-là? Et si ça se trouve, ça serait pas le jeu vidéo, ça pourrait être autre chose. Je sais pas, c'est un peu la tarte à la crème, mais quelqu'un qui passe énormément de temps au cinéma, c'est un cinéphile. Quelqu'un qui passe énormément de temps à jouer aux jeux vidéo, il va davantage être stigmatisé, parce qu'il y a aussi une question d'acceptabilité sociale de la pratique. Quelqu'un qui passe énormément de temps au travail, à bosser, des work-alcooliques, des workaholics, pardon, ça existe. C'est aussi un trouble qui est identifié, mais ça va être beaucoup moins stigmatisé sur le plan de la perception sociale que quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les loisirs, parce que la pratique des loisirs est considérée comme improductive, ce qu'elle n'est pas, d'ailleurs, par la société capitaliste dans laquelle on vit, qui incite au productivisme, à l'accumulation, etc. Bon, bien sûr, on produit des choses aussi en jouant. On produit des connaissances sociales, on produit des connaissances sur différentes choses. Enfin, bon, je ne vais pas trop développer, sinon on en aurait pour des heures. Mais voilà, donc c'est un effet complexe. Alors après, effectivement, je crois que il faut aussi être attentif. Donc ça, c'est pour les aspects un peu de nuancer cet aspect d'addiction. Moi aussi, c'est un terme auquel j'adhère pas forcément. Je parle davantage d'engagement. Après, il faut faire attention, effectivement. L'industrie du jeu vidéo joue aussi sur une implication forte. Toute la problématique aujourd'hui de la société dans laquelle on vit, de la société de l'information, où l'information explose, c'est comment capter l'attention de l'individu et comment le
contraindre à garder son attention focalisée sur certaines sources. Hein. C'est la même chose pour YouTube. Hein. YouTube, il se demande, ben voilà, comment je vais vous contraindre à rester sur une chaîne pour bouffer de la pub. Dans les jeux vidéo, on a aussi ces idées de mécaniques de jeu qui vont vous inciter à focaliser votre attention et à avoir une pratique soutenue dans un même jeu. On parlait par exemple dans le micro-trottoir des loot box, hein, qui sont ces options de jeu, enfin ces objets dans le jeu que l'on va acheter qui ont différentes vocations. Alors ça peut être de changer l'apparence de son personnage, hein, pour se démarquer d'autrui, jusqu'à avoir des objets qui vous facilitent et qui vous rendent meilleur dans le jeu au détriment des autres. Bon ben voilà. Donc par exemple Fortnite, c'est un jeu gratuit, hein, à la base. Mais comment on va inciter les gens à payer alors que le service est gratuit? Et là, effectivement, il y a des psychologues, hein, qui sont embauchés par l'entreprise qui développe Fortnite pour trouver des mécanismes d'engagement de l'utilisateur qui vont l'inciter à payer, qui vont l'inciter à rester captif de l'univers. Et ça se fait par des tas de procédés. Mais encore une fois, c'est complexe. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a ces mécanismes-là, nécessairement tout le monde va dépenser des dizaines de milliers d'euros par mois dans le jeu et va en être captif. Mais c'est vrai qu'il y a en retour ces logiques aussi de game design incitatif, etc. Et ça, faut savoir aussi les décrypter. Et c'est là où on se retrouve un peu plus démunis, c'est que c'est aussi le boulot des chercheurs de proposer des grilles de lecture, des façons de permettre au grand public d'identifier et d'avoir un usage raisonné de ces objets. Actuellement, la recherche est encore en progression et c'est vrai qu'on est peu nombreux sur le sujet, notamment dans le monde francophone. Donc, ça rend plus difficile, on va dire, une forme d'éducation aux médias pour le citoyen sur les jeux vidéo, et cette éducation est nécessaire aussi pour pouvoir décrypter les aspects qui peuvent être plus problématiques dans l'objet, hein, mais il y a des aspects problématiques dans tous les objets, dans les livres comme dans les jeux vidéo, j'ai envie de dire. Hein. Sauf que par rapport à la littérature, dans l'éducation nationale, on vous apprend quand même un peu à décrypter un texte, à comprendre les modalités d'expression de la rhétorique, par exemple, le second degré, les choses comme ça. Il y a la même chose dans le jeu vidéo, mais avec un autre langage, hein, l'interactivité, la procéduralité. Par exemple, le jeu, c'est un système de règles. Et on peut faire passer des messages, voire des idéologies, voire de la propagande, voire des émotions, par des systèmes de règles. Comment on s'y prend, comment on fait, et comment on le décrypte aussi. Ça, c'est tout un champ de recherche et une éducation à se faire aussi aux citoyens. Si on comprend un peu mieux comment l'image aujourd'hui peut être vecteur d'émotions, d'idées, de valeurs, voilà, on est un peu plus perdu face au système interactif parce que c'est nouveau, il y a de la recherche à faire là-dessus. Et donc, tout ça, encore une fois, c'est ce que je disais, ça rend l'objet beaucoup plus complexe que le simple fait de dire « Ah tu joues beaucoup, donc tu es addict ». Ça, c'est une façon simple de présenter les choses qui facilitent un peu le boulot des médias, parce que voilà, quand on a des temps d'antenne extrêmement courts et où tout d'un coup on essaye de trouver des causes faciles pour expliquer un drame ou des choses comme ça, forcément, voilà, on sort l'épouvantail qui fait peur, et puis c'est beaucoup plus facile que de prendre 1 heure de temps d'antenne pour expliquer vraiment les choses dans une temporalité des médias aujourd'hui qui ne permet plus vraiment d'approfondir toutes ces questions, précisément parce qu'on est dans une société d'explosion de l'information où il faut réussir à capter l'attention d'un individu qui est sans cesse noyé par des informations vers lesquelles où il est difficile de pouvoir se tourner correctement, quoi. Oui, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que ces compétences-là, les communautés de gamers les ont développées. Il suffit de tendre le micro aux gamers pour comprendre les mécaniques qui sont utilisées par les game designers et l'industrie du jeu vidéo pour les maintenir dans les jeux. Les gamers expérimentés les identifient clairement. Par exemple, une mécanique qui est utilisée de façon récurrente par beaucoup de jeux, c'est le grinding. C'est-à-dire que vous avez pour accéder à un certain contenu, vous allez devoir passer par une très longue traversée du désert, vous allez devoir faire des actions répétitives pour gagner des points d'expérience ou des points de ceci, cela. Et quand vous avez enfin votre million de points de réputation ou d'expérience, eh bien, vous accédez à un autre contenu. OK. Pour certains joueurs, ça pose pas de problème parce qu'ils savent. Pour eux, ça fait partie d'un certain type d'expérience qui est lié aux jeux vidéo. Et puis pour d'autres, c'est tout à fait problématique. La chose qui est intéressante, c'est qu'on voit les communautés de gamers contester à l'éditeur
l'utilisation de certaines de ces procédures. Pour beaucoup de joueurs, ces procédures sont tolérables jusqu'à un certain niveau. Et toute la difficulté de l'éditeur du jeu vidéo, c'est de voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller trop loin, jusqu'où est-ce qu'il peut tirer l'élastique pour maintenir les joueurs à l'intérieur du jeu vidéo en utilisant des stratégies qui sont pauvres en fait. Parce que les joueurs de jeux vidéo, je pense, sont intéressés par du contenu qui est nouveau, par des nouveaux boss, par de nouvelles interactions, par de nouveaux environnements à découvrir. Et puis de l'autre côté de l'interaction, on a l'éditeur du jeu vidéo qui il n'a pas 10 000 vies en fait. Il a un temps qui est limité et il peut pas toujours produire du nouveau contenu. Donc, une façon facile de répondre à l'appétit des joueurs est d'essayer de d'étendre le temps de jeu en utilisant le grinding. Et donc, il y a une négociation entre les communautés de joueurs d'un côté puis l'éditeur du jeu vidéo avec ses contraintes de l'autre pour pouvoir produire un contenu qui est tout à fait intéressant. Du coup, vu que on voit bien une espèce de frontière entre les joueurs aguerris et finalement les joueurs débutants, on aborde un peu la question de l'éducation aux médias. Et c'est une parfaite transition pour passer à la question des ados. La question d'ados, la question d'aujourd'hui, elle nous vient de Aya, qui a 12 ans. Bonjour Sébastien, bonjour Yann, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que les gens aiment tellement les jeux vidéo ? D'accord. Alors, je sais pas, je peux peut-être réagir parce que je vois Kian parler, mais son micro est coupé. Donc, je vais réagir rapidement. Mais en fait, ça aussi, c'est une question très courte, mais avec une réponse très complexe. C'est que on n'a pas vraiment les mêmes envies de jeu selon, c'est ce que je disais, selon son âge, selon son lieu de naissance, selon son itinéraire biographique de joueur. Selon sa culture. Donc, en fait, les réponses à pourquoi on joue aux jeux vidéo, elles sont aussi multiples finalement quasiment que les individus. C'est-à-dire, il y a des cultures du jeu qui se développent différemment selon même les pays, selon les jeux auxquels on a joué, selon qu'on soit un homme, une femme, voilà, parce que par exemple le jeu c'est une pratique qui est extrêmement normée et genrée dès la naissance. En tout cas, les institutions nous tendent à vouloir la normer et la genrer. Par exemple, les jeux pour filles, les jeux pour garçons, voilà. Alors aujourd'hui, ça évolue parce que il y a une prise en compte, même dans l'industrie du jeu vidéo, d'une façon plus complexe des normes de genre. Mais c'est pour dire que le jeu est aussi un vecteur de sociabilité et de formation de la culture. Donc, on va y mettre énormément de connotations ou d'idées de ce qu'est le jeu selon les lieux, selon les époques, etc. Et ça, c'est toute la difficulté en fait dans l'industrie du jeu vidéo. C'est que comme c'est une industrie globalisée qui, à la fois du fait de ses formes de distribution et de ses coûts, doit se distribuer dans le monde entier, comment je fais un jeu pour des publics qui ont des cultures différentes du jeu? Ça, c'est la vraie question. En fait, c'était la question de ma thèse que j'ai soutenue en 2006. C'était la première thèse sur les jeux vidéo en France. Et c'était exactement cette question-là que je me posais. Et j'ai d'ailleurs étudié World of Warcraft, auquel Yann est très attaché, pour essayer de répondre à cette question, parce que finalement, c'est un jeu qui montre bien cette problématique-là, World of Warcraft. Comment j'arrive à faire un jeu où des milliers de joueurs et des millions de joueurs vont collaborer ensemble dans un même univers, alors même qu'ils n'ont pas la même culture, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes envies de jeu, etc., etc. Et je vais pas faire une réponse simple et puis je vais pas m'étendre là-dessus. Enfin, je développe ça vraiment dans l'ouvrage le jeu à son ère numérique. Mais disons que il y a à la fois une question d'adaptation culturelle, c'est-à-dire par exemple World of Warcraft, c'est un monde qui se déroule dans l'heroic fantasy. Ils ont Blizzard qui voulait faire le premier jeu de ce genre grand public n'a pas choisi n'importe quel univers au hasard. Ils n'ont pas fait un jeu massivement multijoueur dans un univers, je sais pas moi, de polar noir ou voilà, ils ont pris l'heroic fantasy. Parce que l'heroic fantasy, par exemple, c'est un univers qui s'adapte bien à des imaginaires multiples.
Hein, on peut faire des références à des mythes nordiques, on peut faire des références à des mythes asiatiques, on peut faire des références à des mythes amérindiens, sans que cela pose trop de problèmes dans la construction de l'imaginaire. Et ça permet aux joueurs de retrouver des marques qui leur donnent l'impression qu'ils se retrouvent quand même un peu dans leur culture, même si c'est quand même un peu différent. Voyez. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des thématiques assez dominantes dans l'industrie du jeu vidéo. Hein. C'est que on va se reposer sur des franchises, par exemple, qui sont déjà bien connues des joueurs, qui vont faire sens de jeu pour eux. Par exemple, quand je regarde un film Star Wars, quand j'ai été bercé, que mon imaginaire d'enfance et d'adolescence était bercé dans cet univers-là, ça me donne des envies de jeu. Bah voilà, j'ai envie de piloter un X-Wing, j'ai envie d'utiliser le pouvoir de la force, et forcément, tout d'un coup, j'ai un jeu qui me permet de concrétiser ça d'une certaine façon, donc ça marche mieux. Moi, par exemple, j'ai fait un jeu qui parle de difficultés sociales. Mon premier jeu parlait, j'ai sorti en 2011, d'atteinte à l'enfance. C'est pas un univers qui donne envie de jouer, voyez. Et ça, c'était toute ma problématique, justement. Comment on aborde des sujets sensibles qui sont pas des sujets qui sont connotés comme étant ludiques, mais de façon à faire jouer quand même les gens dans ces univers, dans ces thématiques sensibles. Parce que moi, je suis persuadé que le jeu, parce qu'il est jeu, permet d'aborder certaines thématiques de façon très complexe et intéressante. Par exemple, quand vous jouez à un jeu, et ça aussi, ça fait partie de la raison pour laquelle les gens jouent. Quand vous jouez à un jeu, vous faites ce qu'on appelle l'exercice des possibles. Vous devez faire des choix dans l'univers dans lequel vous êtes, et vous avez des conséquences. Vous pouvez réfléchir aux conséquences de vos actes. Vous pouvez réfléchir à la façon dont vos actions vont avoir des répercussions sur les événements à venir. Et donc, du coup, ça, vous pouvez pas le faire dans d'autres médias. Vous pouvez pas réfléchir au sens des actes de vos actions dans les répercussions que vous allez avoir selon les choix que vous avez faits. Bah ça, par exemple, pour réfléchir à des sujets sensibles de société, c'est très intéressant. Voilà, quels sont les choix que je vais faire quand j'ai quelqu'un qui est en difficulté sociale, etc. Comment je peux me mettre à la place d'autrui pour réfléchir à ces problématiques de vie. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et que le jeu permet de faire. Mais aussi, jouer aux jeux vidéo, ça permet de concrétiser des rêves qu'on peut pas faire dans le réel. J'ai toujours rêvé de piloter une Lamborghini ou une Ferrari, ou de faire Paris-New York, je sais pas, en pilotant un Boeing. Bon, je ne vais pas pouvoir le réaliser tous les jours, quoi. Le jeu vidéo me permet de concrétiser cette envie. Donc, on voit bien comment les jeux vidéo, c'est aussi de l'imaginaire en acte, hein, et c'est cet imaginaire en acte qui rend intéressant le médium. Voilà. Je me rends compte que... Est-ce que j'ai mis mon micro? Ouais, je l'ai mis. Je me rends compte que j'ai les mêmes rêves que Sébastien. Hein. Moi aussi, piloter un X-Wing, c'était c'est quelque chose que je souhaitais faire. Maîtriser la force aussi, conduire des voitures puissantes, être embarqué dans des avions. Et moi, je dirais que on joue aux jeux vidéo pour grandir, en fait. Parce que toutes ces expériences-là nous permettent de grandir. Qu'on les fasse dans cet imaginaire particulier qu'est l'imaginaire du jeu vidéo, ou qu'on les fasse en pour de vrai. Hein. Ce qui est intéressant dans l'expérience du jeu vidéo, c'est qu'on va pouvoir avoir des expériences qui sont sociales, on va pouvoir avoir des expériences qui sont affectives, et puis on va pouvoir avoir des expériences qui sont cognitives, et toutes ces expériences contribuent au développement de la personne. Si on reste encore dans World of Warcraft, le nouveau patch a apporté de nouveaux boss, et quand vous allez combattre Kel'Thuzad, vous êtes pris d'une joie immense parce que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, c'est presque un membre de votre famille, c'est un puissant mage qui faisait partie du King Thor, qu'on a rencontré moult fois dans l'histoire de World of Warcraft, et bim, le voilà, quoi. Vous le retrouvez et vous devez le combattre. Alors pour certains, c'est un challenge qui est lancé à leur intelligence parce qu'il y a des mécaniques du boss qui sont extrêmement complexes et il faut réussir à contrecarrer ces mécaniques, non pas tout seul, comme dans un jeu solo, mais avec 39 autres gars qui ont tous des personnages qui ont des pouvoirs que vous devez connaître sur le bout des doigts. Donc, il y a toute une mécanique et une symphonie que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir réussir. C'est une expérience sociale qui est tout à fait intense parce que vous jouiez avec de parfaits inconnus ou avec des gens de votre guilde, vous jouez avec des personnes. Et cette matière humaine, vous la sentez au travers du raid.
lorsqu'au bout du 4e essai, le raid n'arrive pas à tomber le boss ou même à progresser à plus de 20% du boss et que le raid leader commence à virer toutes les personnes qui ont un niveau de compétence qui est insuffisant, vous vivez une certaine expérience sociale. Lorsqu'au bout du 4e essai, le raid leader dit « Ok les gars, c'est pas grave, on est là tous là pour apprendre et on va progresser ensemble », vous vivez aussi une expérience sociale qui est tout à fait intéressante. Et puis, vous avez une expérience affective, émotionnelle qui est très intense parce que vous êtes au contact avec le cœur de l'humanité, en fait, parce que vous jouez avec des archétypes. Quand vous jouez, moi, je joue un chasseur, mais un chasseur, c'est pas rien. Excusez-moi, c'est pas le gars du Médoc qui va tirer quelques canards. Je veux pas me fâcher avec les Médocains, mais un chasseur, c'est un porte-humanité, en fait. C'est quelqu'un qui circule entre la nature et puis l'intérieur de la cité et qui apporte les bienfaits de la nature en les transformant pour la cité. Et quand vous jouez un mage aussi, vous jouez avec un archétype. Quand vous jouez un guerrier, vous jouez avec un archétype. Et là, vous êtes en connexion vraiment profonde avec ces imaginaires, parce que ce ne sont pas des imaginaires qui sont figés, ce sont des imaginaires qui sont en action. Vous interagissez avec les gars et puis avec leur pouvoir. Donc voilà pourquoi, de mon point de vue, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui fait grandir du point de vue émotionnel, affectif ou cognitif. Et puis j'ajouterais peut-être une dernière chose, c'est que ce qui est formidable avec un jeu vidéo, c'est que vous avez des expériences auxquelles vous ne vous attendez pas. Quand vous lisez un livre comme Harry Potter, qui est plein d'archétypes aussi, vous avez des surprises parce que y a des rebondissements dans l'histoire auxquels vous attendez pas. Ok. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez des surprises qui sont amenées ou par les autres joueurs qui font toujours des choses qui sont tout à fait étonnantes, ça peut être quelque chose de très banal comme jouer avec un ballon en cuir en attendant le début du raid. Ça peut être aussi des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Vous avez des moments d'amitié entre des joueurs de factions différentes. Je pense par exemple à des Gay Pride qui ont été organisés dans World of Warcraft. Le jeu n'est pas fait pour ça. Pourtant, il y a des jeux émergents qui sont formés par les communautés de gamers et qui sont toujours des moments presque d'épiphanie, quoi. Ce sont vraiment des moments de pure joie où vous avez vous rencontrez des choses que vous ne pouvez pas rencontrer en dehors du jeu vidéo. Eh ben, merci pour vos réponses complètes. Je propose qu'on s'arrête là parce que si je relance une question, on va être reparti pour une nouvelle partie. Donc, je tenais vraiment à vous remercier tous les deux de votre participation. Je tenais aussi à remercier la ville de Metz et la Mildédia pour leur soutien. Et je voulais aussi remercier Thierry qui évolue dans son stage et qui effectivement nous apporte beaucoup à la réflexion en termes de la structure. Donc on va se revoir bientôt pour une deuxième rencontre avec d'autres invités. Et d'ici là, je vous conseille de ne pas oublier le vieux proverbe digiborigène qui dit que le problème est toujours entre le siège et l'écran. Tout à fait vrai. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.